Vous écoutez le débrief issu de l'épisode S508 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 3 novembre 2022. Cette émission est présentée par Canon et sa gamme EOS R, des hybrides aux performances inédites pour une créativité sans limite. Nous sommes toujours avec Sébastien Marignani de la boutique Sélection Photo Vidéo et l'ingénieur Pierre-Yves Met de DxOMark pour parler des capteurs au format APS-C. Messieurs, si on devait essayer de résumer et de synthétiser tout ce que l'on s'est dit pendant cette émission. Sébastien, est-ce que l'on est en train de vivre le grand retour de l'APS-C ? Alors oui, mais je pense qu'il n'y a jamais eu vraiment de baisse. La seule baisse, c'est le fait qu'il n'y ait pas eu de produit pendant presque 2 ans, mine de rien. Toutes les marques ont arrêté de fournir de l'APS-C, enfin des boîtiers APS-C pratiquement pendant 2 ans. Sony, Fuji, c'est très compliqué, ça l'est encore. Donc il n'y a pas vraiment un retour, c'est une continuité. Il y a une vraie clientèle, il y a des produits qui sont très bien faits et qui peuvent toucher l'intégralité du public photographique et vidéaste. Donc là, on parlait tout à l'heure de la FX30. Nous, on croit énormément à ce format, à cette caméra, parce que, effectivement, tu vas pouvoir faire des clips vidéo en Super 35 à moindre coût. Ça te coûte quand même moins cher qu'une caméra, tu parlais des C300 et de ce type de caméra qui sont bien plus élevées. Donc non, je pense pas que c'est un retour, je pense que c'est une grande continuité et tout ce qui sort actuellement nous le prouve. On a aujourd'hui ça. C'est un retour chez Canon et Nikon en fait. Nikon depuis un tout petit peu plus longtemps parce que finalement Sony y a toujours cru en hybride, Fujifilm y a toujours cru aussi, les opticiens tierces Tout à aussi. fait, oui, oui, tout à fait. Mais finalement le fait que Canon et Nikon investissent ce format de capteur en hybride légitime ce Ah format clairement, sans clairement. miroir. En fait, c'est exactement ça. C'est un peu la légitimité de l'hybride quand Nikon et Canon sont arrivés dans l'hybride. C'est-à-dire que ça a Exactement. Ouais. donné une Enfin légitimité en en 24-36 et 24-36, avant, pardon. ouais, parce que bon, il y a eu les Nikon One, les OSM qui ont été peut-être des tentatives un petit peu moins fructueuses. C'est certain, c'est certain. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tu as, avec la PSC, tu couvres tout le monde. C'est-à-dire que tu peux couvrir quelqu'un qui veut un boîtier à moins de 700 euros, comme quelqu'un qui veut aller beaucoup plus loin sur un boîtier, je vais revenir dans ce que disait Pierre-Yves, un boîtier comme le XT4, qui est un boîtier, on va dire plus sexy au niveau des images que l'on fait. On a juste oublié une chose, beaucoup de gens qui utilisent le Fuji, enfin Fujifilm, et par exemple le XT4 ou le X100V, ce sont des boîtiers qui te donnent des JPEG parfaits. T'as raison, c'est un truc qu'on n'a pas souligné ça. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, j'ai beaucoup de gens qui se sont rentrés, qui étaient des aficionados de boîtiers, on va dire, argentiques, Nikon ou Canon, qui sont dirigés vers Fuji pour ça. C'est-à-dire que tu fais un noir et blanc, tu choisis Acros sur ton boîtier, tu fais un noir et blanc. Je veux dire, tu as pas besoin de le mettre dans Lightroom pour essayer de faire un beau noir et blanc. Le noir et blanc JPEG qui sort des boîtiers Fuji est parfait. Tu peux même concocter tes propres simulations de films. Tu as des recettes qui existent. Toi, tu utilises les JPEG ou le RAW sur ton... Alors, moi, je shoot toujours avec les deux, JPEG plus RAW, parce que je sais que le jour où je vais vraiment avoir une photo que je vais vraiment vouloir travailler, je vais la mettre effectivement dans Lightroom, y passer du temps. Je pars en week-end, voyage, vacances. Je regarde quasiment que les JPEG. En fait, j'ai effectivement fait mes 5-6 recettes selon là où je vais être, en intérieur, la nuit, en extérieur, dans la nature. Je choisis celle que je veux faire dans la journée et au final, je regarde quasiment que ça. Pierre-Yves, est-ce que tu pourrais essayer de nous lister les avantages et les inconvénients de boîtiers qui utilisent ce format de capteur APS-C ? Effectivement, les avantages, on en a déjà beaucoup parlé au niveau juste du format, le fait que ce soit plus accessible, que ce soit plus petit. Il y a des choses en vidéo au niveau de la profondeur de champ qui vont nous apporter pas mal, parce que ça va être un petit peu plus facile de faire la mise au point avec une profondeur de champ un peu plus large à la même ouverture. Maintenant, dans les avantages, il y a aussi le convertisseur de la focale. Donc, c'est-à-dire qu'avec la même focale, on va avoir une focale équivalente en 35 mm qui est plus longue. Donc, pour de l'animalier, pour du sport, c'est sympa. Ça permet de garder des bons setups plus petits et d'atteindre ce genre de focale. Et aussi, l'avantage, c'est juste l'étendue de la gamme boîtier et optique qui permet effectivement de s'adresser à tout le monde, jusqu'aux professionnels qui vont aller acheter des XH2S ou des XH2.
pour faire de la photo ou de la vidéo à très haut niveau. Justement, du coup, niveau optique, on peut tout utiliser sur ces appareils, Sébastien? Alors, moi, j'ai fait une liste rapide, on en parlait tout à l'heure, des optiques qui sont, des offres optiques qui sont par marque. L'offre optique la plus grande, c'est Fuji. C'est eux qui ont la gamme d'optiques APS-C sur le marché. C'est suivi après par Sony. Et puis après, les deux derniers, c'est Canon et Nikon. Et effectivement, alors là, je parle bien sûr d'optiques dédiées à l'APS-C. Et pour Fuji et Sony, les marques tiers dont tu parlais tout à l'heure, Arthur, c'est-à-dire que ça fait par exemple 40 optiques chez Fuji, 22 chez Sony, et seulement 8 et 3 pour Canon et Nikon. Donc effectivement, il y a encore du boulot pour ces deux marques de sortir une gamme. Par exemple, quelqu'un qui veut acheter un APS-C Nikon et qui me dit, moi je veux faire des photos à l'intérieur, immobilières à l'intérieur de l'appartement, je veux un 10 mm, il n'y a pas. Donc ça voudrait dire que je vais rajouter une bague et mettre le 10 mm AFS dessus. Mais du coup, pourquoi acheter un hybride? Oui, il y a une phase de transition, le temps que les gammes arrivent à maturité, mais en attendant, on pourra quand même. Alors, dans le cadre du grand angle, c'est vrai que là, tu touches dans le mille, mais il y a du côté des téléobjectifs, Ah ben après, les pour le télés, c'est coup, tout l'avantage des Ah bah télés. là, c'est un open ref, bar, hein. un C'est ref, open bar, hein. un ref 100-400 qui n'est pas sériel chez Canon monté sur un R7, à mon avis, c'est un très très beau combo. En sériel, le 100-500, alors là, c'est même banco, là, c'est merveilleux. Donc, on peut quand même regarder du côté aussi de cette gamme. Mais c'est plus cher. Et là, on en revient Voilà. aux inconvénients du format C'est ça. Mais APS-C. ce qu'il faut Parce que le bien, prix, ça compte quand ce même. qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'on soit chez Sony, Canon ou Nikon, respectivement sur les montures E, RF et Z, avec des appareils APS-C, on peut quand même tout à fait utiliser toutes les optiques hybrides plein format sans aucun souci sur ces boîtiers-là. Moyennant un recadrage, oui, effectivement, qui apparaît dans l'appareil. Et donc, on en vient aux inconvénients du format APS-C. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire comme inconvénient? Et là, bon, comme je continue sur ma lancée Vas-y. très rapidement, mais l'inconvénient, finalement, je trouve, c'est la lisibilité pour le consommateur. On en a parlé pendant l'émission. C'est rien que le fait qu'une optique n'indique pas la focale équivalente au 24-36, puisque finalement, tous les formats de capteurs qui sont inférieurs ou supérieurs au 24-36 sont pénalisés à ce niveau-là, puisqu'ils n'indiquent pas la focale réelle, mais la focale qui est liée à la taille du capteur. Et ça, c'est un premier inconvénient. Léger, Ouais, mais qui a un c'est une petit problème de gymnastique à faire, lisibilité. ouais. C'est une petite gymnastique, mais c'est pas Voilà. un gros problème. Je pense que Il par faut contre, s'y faire. Voilà. ouais, d'un point de vue, selon l'usage qu'on va vouloir faire de son boîtier photo et de son système photo complet, par rapport à du plein format ou même du moyen format, pour des utilisations photo de produit ou portrait, bah là, le fait d'avoir un plus grand capteur, d'avoir toujours pour de la photo plus de lumière, c'est Bien toujours un sûr, bien avantage. sûr. Plus on arrive à récupérer de lumière, plus on va avoir de liberté dans sa photo. Et après, niveau séparation du sujet, profondeur de champ, on va pouvoir faire des choses encore plus intéressantes avec du plein format et du moyen format. En Après, sachant que beaucoup de boîtiers maintenant te proposent la possibilité de faire de l'APS-C avec ton plein format et de passer en format APS-C. et d'ailleurs, ça me permet de rebondir sur quelque chose qu'on va voir, je pense, pas mal sur la 7R5. Parce qu'effectivement, lui, il a un très grand capteur avec beaucoup de pixels. Pour faire de la vidéo, on peut faire des choses, mais je pense vraiment qu'un des formats qui sera privilégié pour les gens qui vont faire de la vidéo avec la 7R5, ça va être le Super 35, Exactement. parce que c'est le format qui va permettre la bonne résolution, le bon framerate, et aussi de limiter le ring shutter et d'avoir une vidéo qui est super Et intéressante. d'ailleurs, tu le vois parce que les optiques que sort Sony, un 10 mm, un 15 mm, sont des optiques que l'on va mettre sur des pleins formats pour effectivement faire des images en Super 35. Parfait, nous allons conclure là-dessus.